Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va discuter de ces 15 choses que le minimalisme a changé dans ma vie. Par le minimalisme, j'entends pas forcément le courant esthétique, d'appartements minimalistes, etc. Mais vraiment, ma vision du minimalisme, c'est le fait de ne pas accumuler trop d'objets, d'essayer de parfois se contenter de ce que l'on a plutôt que de multiplier les achats, de réfléchir à sa consommation. Donc c'est sous ce biais-là que je vais l'aborder. Après, il peut y avoir différentes visions du minimalisme. Le premier point, c'est vraiment une meilleure organisation. Je suis quelqu'un qui a tendance à être assez désordonnée. Enfin, c'est pas forcément que je suis désordonnée, mais c'est que j'aime pas forcément passer énormément de temps sur le rangement, etc. Donc c'est quand même plus pratique pour moi de ne pas avoir trop d'affaires, puisque ça permet de ranger très rapidement. Dans tous les appartements que l'on a eu jusqu'à présent, même celui que l'on a aujourd'hui qui est un peu plus grand que les autres, on n'a finalement pas tant d'objets que ça, même si tout est relatif bien sûr, mais ça permet vraiment de ranger rapidement. Donc avec Didier, on va avoir tendance à mettre rapidement le bazar, mais comme ça on peut le ranger rapidement aussi et ne pas vivre dans un bazar permanent, parce que ça peut vraiment être fatigant de vivre en permanence entouré de désordre. Donc nous on aime remettre de l'ordre très régulièrement, même si chez nous c'est vivant aussi, donc ça se désorganise très vite, mais le fait de ne pas avoir trop d'affaires, ça nous aide beaucoup sur ce point-là. Le deuxième point, c'est que le minimalisme m'aide à prendre conscience de la valeur des choses, à les respecter et à en prendre soin, puisque lorsque l'on n'a pas une abondance de certains objets, on a quand même tendance à y faire un peu plus attention. Si on n'a pas 20 paires de chaussures, on fait quand même attention aux chaussures qu'on a, on a envie de les faire durer, on va pas les jeter n'importe comment. Enfin, je dis pas que quand on a plein de chaussures, on fait ça, bien sûr que non, mais en tout cas, dans mon cas, je trouve que le fait d'avoir peu d'objets fait qu'ils ont plus de valeur et d'importance à mes yeux. Le troisième point, c'est que je l'applique également dans la gestion de mon temps et la manière dont je travaille. Je ne vais pas forcément perdre de temps sur des choses qui, à mes yeux, sont vraiment des détails et n'apportent pas grand chose sur le fond finalement qui est vraiment important pour moi. Ce qui va être important pour moi, c'est les valeurs qu'il va y avoir dans mon travail, c'est ce que j'aurai accompli, c'est si j'ai fait ce que j'avais envie de faire ou pas. Et de la même manière, dans les tâches que je vais faire à la maison, etc., ça me permet de mieux m'organiser et de moins m'éparpiller. Le quatrième point, c'est quelque chose dont je vous parlais dans un vlog il y a quelques semaines, c'est que le fait de peu dépenser pour des choses qui ne sont pas importantes à mes yeux me permet de garder du budget pour des choses qui le sont vraiment pour moi. Et ça permet parfois de faire des choses qui paraissent totalement en incohérence avec notre petit budget, puisque ça peut paraître comme de grosses dépenses, mais finalement on peut se les permettre parce qu'on n'a pas forcément dépensé pour des petites choses. On a supprimé énormément de petites dépenses qui ne nous rendaient pas spécialement heureux, c'était des petites dépenses en plus. On n'est pas plus heureux parce que l'on paye des frais bancaires par exemple, ou on n'est pas moins heureux de se faire son café ou de s'amener sa gourde avec de l'eau dedans que d'acheter une bouteille d'eau. Ce sont des petits détails comme ça que j'ai mis en place depuis pas mal de temps et qui me permettent d'économiser de l'argent. Par exemple, le séjour que l'on va faire en amoureux avec Didier, eh bien il va nous coûter quand même de l'argent, mais c'est pour ça qu'on a mis de côté avant aussi, et ça permet vraiment de privilégier les moments et les expériences qui nous rendent heureux. Le cinquième point, c'est un petit peu en lien avec celui d'avant, c'est que par le fait que l'on a moins d'abonnements, moins de dépenses qui à nos yeux étaient superflues et que l'on a besoin de beaucoup moins d'argent pour vivre, j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur le sujet où je parle de combien on dépense par mois, combien on gagne par mois. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur mon budget 2023 que j'ai faite en début d'année. J'en referai une dans pas si longtemps maintenant, à la fin de l'année, pour faire le bilan sur nos dépenses. Mais c'est qu'en fait, par le fait qu'on a besoin de moins d'argent, ça nous permet aussi de moins stresser pour l'argent. Parce que parfois, gérer son budget, ça permet justement de ne pas penser à l'argent à des moments où on n'a pas envie d'y penser et de ne pas stresser, de pas faire des choix en fonction de l'argent. Par exemple, si je veux un peu moins travailler, je gagnerai moins d'argent, mais en même temps, je peux me permettre de gagner moins d'argent parce que mon mode de vie ne me coûte pas trop cher. Et donc, en fait, par ce minimalisme où on consomme moins, par ce frugalisme, ça va nous permettre de gagner du temps et de la liberté d'esprit aussi, et ça vraiment à mes yeux ça n'a pas de prix. Le sixième bénéfice, c'est que lorsque je travaillais dans la restauration par exemple et que j'avais un salaire inférieur au salaire médian, je pouvais quand même mettre beaucoup d'argent de côté, ce qui faisait que même en ayant un salaire qui se trouve dans la tranche des Français qui gagnent, dans les 50% des Français qui gagnent le moins, j'avais un niveau d'épargne qui se situait à peu près aux personnes gagnant les 30% des revenus les plus élevés en France, puisque je gagnais 1400 € par mois. J'avais diminué mes dépenses au minimum. À ce moment-là, mon objectif c'était vraiment d'épargner beaucoup. Je dépense un peu plus maintenant, mais à ce moment-là c'était mon objectif. Je vivais avec 600 € par mois, ce qui faisait que je pouvais épargner 800 €. Et ça faisait que j'étais, de toutes les personnes que je connaissais, la personne qui épargnait le plus.
malgré le fait que j'avais pas du tout le meilleur salaire. Et ça, c'était un énorme levier parce que certes, sur le coup, je pouvais faire moins de sorties, moins de dépenses, etc. C'était une part de... C'était pas un sacrifice, mais c'était une part d'effort que je faisais à ce moment-là parce que je voulais vraiment accomplir mes objectifs et que moi j'étais motivée par mes objectifs. Donc en fait, la dopamine que j'allais pas récupérer par les sorties, etc., j'allais la récupérer dans l'accomplissement et l'avancement de mes projets aussi, puisque finalement, même si on gagne 2 fois plus d'argent, si on met rien du tout de côté et qu'on investit tout dans des choses consommables et pas dans des investissements, parce que forcément quand on rembourse un crédit immobilier ou quoi, il y a une part d'investissement dedans, mais dès qu'on va juste consommer, on ressort bien sûr avec de la satisfaction, de certaines expériences, avec du plaisir, parfois avec des souvenirs aussi, mais pas forcément avec de l'épargne à la fin. Et si on ne vit pas cette période comme de la frustration, parce que quand on parle de budget, quand on parle d'achat, de consommation, il y a plusieurs facteurs qui entrent en compte. Il n'y a pas que le montant que l'on dépense par mois, il y a la raison pour laquelle on dépense ce montant. Si on dépense moins parce que on a envie de mettre cet argent ailleurs, c'est pas pareil que de dépenser moins parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on se dit que si on dépense plus, on pourra pas manger à la fin du mois. C'est pas la même motivation et c'est pour ça que le budget, c'est un sujet délicat et que chaque personne a sa propre perception. Mais en tout cas, dans mon cas, le fait d'avoir mes objectifs, de savoir que l'argent que je mettais de côté, il était pour mon avenir, ça me motivait énormément et ça a été un énorme levier. Je n'aurais pas pu acheter mon premier appartement si je n'avais pas fait ces efforts à ce moment-là. Et en fait, l'achat de notre premier appartement, il a entraîné ensuite beaucoup de choses dans notre vie avec Didier et moi. C'est ce qui nous a permis d'acheter celui que l'on a actuellement aussi. En fait, ça a été vraiment une espèce de boule de neige, mais plutôt vertueuse pour nous par les efforts que l'on a fait avant et par plein d'autres choses aussi dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne. Le 7e point, c'est qu'en veillant à ne pas encombrer son logement, on a souvent tendance à mieux réfléchir ses achats aussi. Par exemple, là, ça fait quelques temps que je me pose la question du air fryer. On en voit partout, je vois que tout le monde a l'air de trouver ça génial et dans l'idée, ça me tente, mais en même temps, je sais pas où je le mettrai. Parce que ma cuisine, j'aime pas qu'elle soit encombrée par plein d'objets. Du coup, je réfléchis, peut-être qu'un jour j'achèterai un air fryer, peut-être que j'en achèterai pas. J'aimerais bien tester, en vrai j'aimerais bien aller chez une copine qui en a un, mais pour l'instant j'ai aucune personne de mon entourage proche qui m'a montré comment fonctionnait son air fryer. Mais peut-être qu'à un moment, je sais pas, j'irai chez une amie qui a un air fryer et je me dirais mais c'est génial, elle me montrera comment elle l'utilise et je me dirais ok c'est top, j'en veux un. Mais en tout cas, je réfléchis à cette possibilité, je me dis pas tiens ça a l'air sympa, je l'achète. Parce que au-delà de la question financière, il y a la question de la place aussi. Et moi j'avoue que le air fryer, à moins qu'il soit vraiment révolutionnaire dans ma vie, je sais pas où le mettre dans ma cuisine. Ou alors il faudra que je réfléchisse. Peut-être que dans ce cas-là, je déciderai de ranger mon blender. Puisque je laisse en accessible certains robots qui certes prennent de la place mais me servent quotidiennement. Donc peut-être que ça pourrait être le cas du air fryer. Mais c'est ça pour beaucoup d'objets en fait. Des fois, au-delà de leur prix, je réfléchis aussi à leur place, à la place qu'ils auront chez moi. Et ça permet d'avoir autre chose qui nous permet souvent de moins consommer. De toute façon, très souvent quand on réfléchit à des achats, quand on les repousse un petit peu, ça a tendance à nous faire moins consommer. Rien que le fait de repousser un peu, ça veut dire que cet objet nous apportera la satisfaction un peu plus tard, alors que si on l'avait acheté maintenant, dans 2 mois, on aurait peut-être déjà une nouvelle envie, puisque on fonctionne un peu comme ça. Dès qu'on achète quelque chose, sur le coup, ça nous rend très heureux, et quelques semaines, quelques mois après, on a quelque chose d'autre qui nous paraît indispensable à notre vie. C'est vraiment notre manière de fonctionner. C'est bien de pouvoir prendre du recul sur nos mécanismes aussi, se rendre compte qu'on est tous un peu pareils face à ça, mais qu'on peut réfléchir dessus aussi et voir si c'est vraiment important pour nous. Le 8e point, c'est qu'on peut aussi favoriser les expériences et se dire qu'au lieu d'offrir des objets, on peut offrir des choses qui nous resteront gravées en mémoire, comme par exemple, je sais pas, offrir une dégustation de repas gastronomiques, on peut offrir un atelier de quelque chose, aller faire des cours de poterie, enfin j'en sais rien, il y a plein d'expériences que l'on peut faire, que l'on peut vivre et qui ne nécessitent pas forcément d'avoir des objets chez soi. Bon, peut-être pour la poterie on ramène des trucs à la maison, mais ça peut être des trucs qui servent aussi. Je trouve que c'est bien aussi parfois de ne pas forcément mettre de la valeur que dans les objets, mais considérer que les expériences en ont aussi. Et ça veut pas dire qu'on peut jamais offrir de cadeaux matériels ou qu'on n'a jamais le droit d'avoir besoin de quelque chose de matériel, mais en tout cas ça peut être bien de penser aux idées cadeaux qui sont des expériences. Le 9e point, et c'est quelque chose qu'on voit souvent revenir dans les budgets de mes abonnés, c'est que plus on a d'objets et plus on a d'habitudes en lien avec ces objets, plus ça va être compliqué parce que déjà il y a des risques d'imprévus et si on se passe de cet objet, en fait on ne sait plus comment faire. Prenons par exemple un foyer qui fonctionne avec les transports en commun qui à un moment se dit qu'une voiture ce serait quand même bien plus pratique. Ils vont prendre une voiture
et après peut-être qu'à un moment ou un autre, quelque chose les poussera à prendre une deuxième voiture. Et en fait, des habitudes vont se créer en lien avec le fait d'avoir du nouveau matériel. On se dira, bon bah on peut chacun faire des activités à l'autre bout de la ville à des moments différents, à des endroits où les transports en commun ne vont pas parce qu'on a deux voitures. Et si à un moment une des voitures lâche, on peut se retrouver dans une situation difficile à se dire bon bah on va devoir annuler des choses. En fait, dès qu'on s'habitue à certains objets, dès qu'on nous les retire ou dès qu'ils cassent, on se sent obligé de les racheter parce qu'en fait on a créé des habitudes autour et qu'on sait plus forcément revenir en arrière, et que parfois juste on ne peut plus revenir en arrière parce qu'on a pris des engagements avec ça, parce que par exemple on a accepté un travail un peu plus loin que ce qu'on aurait accepté si le foyer n'avait qu'une voiture, parce qu'on se dit ça va, on a deux voitures. Là je prends l'exemple de la voiture, je sais pas, c'est le seul qui me vient en tête, mais pareil pour plein d'objets, en fait ça peut s'appliquer sur plein de choses où on devient finalement un peu dépendant des objets que l'on a achetés, et où au lieu de nous libérer à un moment d'une contrainte, ils viennent nous rajouter des contraintes après, ou pareil quand il faut les réparer ou quand il faut les remplacer, ça va rajouter de la contrainte financière et nous obliger à nous priver sur d'autres points. Le deuxième point qui n'apporte pas forcément des bénéfices personnels, mais c'est que le fait de moins consommer a tendance à entraîner moins d'émissions de CO2 aussi, et donc fait qu'on a un impact plus faible sur l'environnement. C'est aussi l'un des points positif du minimalisme. Donc c'est pas forcément le cas pour tout. Si par exemple on aime voyager très très léger mais que l'on consomme partout sur place là où l'on va, ou que par exemple on voyage en avion tout le temps, certes on n'a pas beaucoup d'objets chez soi mais on a quand même un certain impact. Mais si on voit le minimalisme autour d'une plus faible consommation, on peut aussi totalement essayer de le lier à un mode de vie plus écologique sans être obligé d'être parfait, mais essayer, et je trouve que ça peut être un point positif induit par le minimalisme. On a généralement tendance à moins polluer quand on consomme moins. Le 11e point que j'avais envie de partager, c'est que le fait d'être minimaliste n'empêche pas forcément d'avoir certains points sur lesquels on l'est pas, et ça veut pas dire que ça annule l'intégralité de notre démarche. On a le droit parfois d'être déraisonnable sur certains points. On peut aussi être collectionneur de certains objets, par exemple, je sais pas, collectionner les timbres, ce qui n'est pas spécialement minimaliste, mais qui nous apporte beaucoup de bonheur et ne nous empêche pas sur d'autres points de peu consommer et de ne pas accumuler d'objets. Enfin, en fait, on n'est pas obligé d'être dans tout ou rien, et c'est pas parce qu'on a certaines passions ou certaines envies que ça va annuler tout le reste de ce que l'on fait. Et donc je pense que c'était important de le rappeler ici, parce qu'on a parfois tendance, quand on voit des vidéos où on parle comme ça de certains points positifs qui ont été amenés par certaines démarches, on parle pas forcément de la globalité de ce que l'on fait à côté, et donc les gens peuvent croire qu'on prône la pureté absolue dans le minimalisme ou dans le frugalisme ou dans l'écologie ou dans tous les points que je peux aborder sur ma chaîne, alors que on n'est pas obligé de faire tout ou rien. Le 12e point, c'est que lorsque l'on possède moins d'objets, on peut aussi vivre dans de plus petites surfaces. Je parle pas de vivre à tout prix dans un studio pour être minimaliste, mais en fait, si on possède moins de choses, on a besoin de moins de place. Si par exemple on a moins de vêtements, on a peut-être besoin d'un plus petit dressing et donc de moins de mètres carrés. Et les mètres carrés, ça a un prix, soit on les loue, soit on les paye à l'achat avec un appartement ou une maison, mais on les rembourse avec un crédit, une capacité d'endettement qu'on pourrait mettre pour autre chose aussi. Donc en fait, ça peut faire vraiment beaucoup d'économies, et ça rejoint l'un des points que je vous disais sur les objets qui peuvent finir par nous coûter cher quand même quand on les accumule. C'est que par exemple, si on se dit bah voilà, là je décide d'acheter si on décide d'acheter un gros objet pour notre appartement, on se dit bah voilà, j'ai très envie d'avoir, j'en sais rien moi, un flipper. Enfin, on se dit c'est vraiment génial. Bah, ça veut dire que dès qu'on déménage, soit on doit revendre notre flipper potentiellement, ou alors on a développé une passion pour le flipper et il devient totalement indispensable dans notre vie, et ça veut dire que partout où on ira, même si on va dans une région où le prix au mètre carré est plus élevé, on devra réserver des mètres carrés pour cette passion qui est le flipper. Bon, j'ai pris le flipper, je sais pas pourquoi, on pourrait dire le piano, mais en même temps, enfin, on va pas se priver d'une passion artistique ou même d'un jeu qui nous rend heureux, c'est pas le but, c'est simplement de l'avoir en considération et d'en avoir conscience, et se dire en fait que lorsqu'on achète un objet, son prix c'est pas uniquement son prix d'achat, ça peut être beaucoup plus. Sur certains objets, ça peut être leur consommation ensuite. Par exemple, si vous achetez un jacuzzi, il n'y a pas que le prix d'achat du jacuzzi, il va y avoir le prix de l'entretien, le prix de l'énergie, le prix de l'eau, enfin j'en sais rien, de plein de choses qui vont se rajouter sur le long terme, en plus du prix. Plus le fait que si vous déménagez, il faudra emmener votre jacuzzi, ou alors il faudra prendre du temps et de l'espace mental pour vendre ce jacuzzi et penser à ce que vous allez pouvoir en faire. C'est un peu comme si chaque objet que l'on achetait et que l'on faisait rentrer dans notre domicile venait aussi prendre une petite place dans notre tête à un moment où pareil, on peut être super triste si on nous le vole, ou on peut avoir peur de le casser aussi. Enfin, ça va prendre une petite place que ça n'aurait pas eu si on l'avait pas acheté, bien évidemment. Ça veut pas dire qu'il faut pas l'acheter, ça veut juste dire
dire qu'il faut en avoir conscience. Le 13e point, c'est que lorsque l'on a tendance à être minimaliste, ça peut nous permettre parfois de voyager plus léger, de moins nous encombrer et vraiment de nous faciliter la vie. Si par exemple on a une routine beauté qui est minimaliste, si on a tendance à se créer une garde-robe avec des pièces qui vont avec différentes choses pour qu'on soit pas obligé d'amener plein d'affaires avec nous partout où on va, ça peut aussi nous faire économiser de l'argent si par exemple on paye les bagages supplémentaires. Ça peut nous permettre de juste de moins porter, peut-être de se dire que si on a un petit sac à dos pour 3 jours, au lieu d'avoir une grosse valise, on peut le premier jour venir un peu plus tôt, on n'est pas obligé de poser nos vêtements tout de suite au Airbnb, on peut perdre moins de temps. En fait, ça peut vraiment nous décharger un petit peu et nous permettre de moins dépenser. C'est vraiment des effets secondaires, je trouve, plutôt positifs du minimalisme. C'est vraiment ce côté moins de prise de tête. Le 14e point, c'est qu'on a souvent l'image que lorsque l'on devient minimaliste, il faut d'un coup vendre plein d'objets, désencombrer, donner. Alors certes, on peut totalement le faire, mais on peut aussi utiliser les objets que l'on a jusqu'au bout. Par exemple pour les vêtements, sauf si certains vraiment ne nous plaisent plus du tout, on peut essayer d'utiliser nos vêtements jusqu'à ce qu'ils ne soient plus portables avant d'en acheter d'autres, parce que parfois on peut tomber dans un faux désencombrement un petit peu où on fait de la place pour faire rentrer d'autres choses et on se dit voilà, là je vais vendre plein de fringues sur Vinted et à la fin on a l'impression de faire une bonne action, de se dire ça contribue à ce que des gens achètent d'occasion, etc. Comme ça ils achètent pas neuf. Mais en fait nous on va aller peut-être acheter neuf derrière et rester dans ce schéma de consommation. Bien sûr on a le droit de consommer et de s'acheter des vêtements, mais parfois on peut avoir cette image très radicale de devoir tout enlever d'un coup. Et finalement si on a une consommation plutôt raisonnée, que l'on fait des achats réfléchis, des choses où avant de les acheter on se dit vraiment est-ce que je vais aimer porter ce vêtement, est-ce qu'il me va vraiment, est-ce que c'est pas un achat compulsif, on a tendance à moins se lasser des choses, à mieux les apprécier quand on n'en a pas beaucoup, comme je vous le disais au début. On a tendance à mieux apprécier les choses aussi, à en prendre soin, les faire durer. Et on a moins besoin de passer du temps, par exemple, à vendre ou acheter des choses d'occasion. Ça peut être quelque chose qui prend beaucoup de temps, ça peut être une passion aussi. Mais moi, je sais que par exemple, j'aime pas spécialement passer du temps sur Vinted. Des fois, je trouve ça très chronophage. Je ne vends pas mes vêtements, j'ai pas besoin de vendre mes vêtements parce que ceux que j'ai, je vais les porter jusqu'au bout globalement. Et quand j'en ai vraiment que je n'apprécie pas, je peux les mettre pour des fois où c'est pas grave de les abîmer. Si par exemple je vais refaire de la peinture, il faut bien porter des vêtements à ce moment-là. Je peux utiliser de vieux vêtements qui ont soit déjà une tache, un trou, que j'ai pas spécialement envie de reporter. Dans ce cas-là, je peux garder ces vêtements-là pour cet usage. Et ça évite de salir des vêtements auxquels j'attribue plus de valeur actuellement. Et donc en 15e point de ce que le minimalisme m'amène, je dirais vraiment de la sérénité globale. Ça va condenser un petit peu tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo. Il va y avoir le fait d'avoir besoin de moins d'argent qui permet de gagner du temps. Il va y avoir le fait de gagner du temps sur plein de choses. Plus on a d'objets, plus on doit passer de temps à dépoussiérer, plus on a d'objets, plus on doit avoir un grand appart, donc plus on a besoin d'argent, donc plus on a besoin de mettre du temps aussi pour ranger cet appartement. Pour moi, c'est vraiment un cercle vertueux d'être dans le minimalisme. Si ça nous rend heureux, on n'est pas obligé de fonctionner comme ça. On peut très bien aimer avoir un appartement d'artiste avec plein de livres, plein d'œuvres d'art partout, plein de choses qui nous rendent heureux. Et si c'est ce qui nous va, c'est très bien en fait. On n'est pas obligé d'aimer les mêmes choses que les autres. Et c'est pas pour autant qu'on peut pas s'inspirer de certains points aussi. Peut-être que sur certains points ça aura pu vous parler, que sur d'autres ça ne vous aura pas parlé du tout et c'est pas grave en fait. Le tout c'est de prendre ce qui nous rend heureux. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo aura pu vous plaire. Si jamais il y a certains points que vous appliquez déjà, que vous avez envie d'appliquer, s'il y a des points dont je n'ai pas parlé, d'ailleurs n'hésitez pas à me le dire en commentaire. S'il y a des choses qui vous ont été amenées par votre minimalisme ou par votre manière de gérer votre argent, vos achats, votre consommation, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous ne voulez rien manquer de ce qui sort. Je parle de budget, de consommation, je fais des recettes véganes, je fais aussi des vlogs de temps en temps et je parle parfois aussi de mon budget personnel en plus de celui de mes abonnés. Donc si jamais ce sont des choses qui peuvent vous intéresser, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Nous sommes bientôt 100 000 abonnés, vraiment. On est très proche du but, donc vraiment ne vous privez pas si vous avez envie de vous abonner. On peut aussi se retrouver sur Instagram, c'est Mûres et Noisettes également. Et voilà, on se retrouve dans environ 5 jours. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!